Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un thème un peu spécial. On va sortir un peu du foot technique où on parle des clubs, des joueurs, des dynamiques, des enjeux, etc. Et on va vraiment parler d'un thème qui est assez peu évoqué dans le football, même si les langues se délient de plus en plus sur les dernières années, on va le voir. On va évoquer le thème de la santé mentale dans le football et c'est vrai qu'on en parle très peu, que ce soit sur les plateaux télé ou même dans le YouTube foot, voilà, le YouTube Foot Game, c'est vrai qu'on en parle peu, de la santé mentale des footballeurs. Et c'est vrai que j'ai fait quelques recherches, j'ai lu quelques articles, j'ai vu quelques vidéos qui parlent de la santé mentale des footballeurs. Et on va voir pourquoi est-ce que ce sujet est assez tabou dans le milieu, pourquoi est-ce qu'on en parle très très peu. Et vraiment, on va essayer un peu de détailler ça. Et on va commencer la vidéo par une statistique qui est assez révélatrice de ce qui se passe dans le football en termes de santé mentale. En 2015, la FIFPro a mené une étude et cette étude a révélé que 38% des footballeurs professionnels avaient déjà présenté des symptômes de dépression et que sur ces 38%, il y en a 38% donc, qui ont pensé qu'il y avait un manque de soutien de leur club. Donc c'est quand même assez révélateur de ce qui se passe dans le football. Il y a 38% des joueurs en 2015 qui ont évoqué des symptômes de dépression. Et ça, c'est quand même assez incroyable. C'est qu'on ne s'y attend pas du tout quand on voit le mode de vie des footballeurs, quand on voit comment ils sont payés, quand on voit finalement la vie de rêve qu'ils ont sur le papier. On se doute très peu qu'ils peuvent rencontrer ce genre de problème, ce genre de symptômes de dépression. Et c'est vrai que les joueurs sont assez vulnérables par rapport à ça. C'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils ne peuvent pas présenter des symptômes de dépression. Alors pourquoi est-ce que les joueurs présentent des symptômes dépressifs? Pourquoi est-ce que les joueurs de football qui, comme je l'ai dit, ont un train de vie de rêve, qui sur le papier finalement n'ont pas le droit de se plaindre, pourquoi est-ce que autant de joueurs présentent des symptômes de dépression? Alors tout d'abord, je pense qu'il y a une logique de productivité. C'est que les clubs demandent énormément aux joueurs. Il y a des joueurs qui jouent 60, 70 matchs, 80 matchs par saison et ça évidemment c'est un rythme effréné et les joueurs n'arrivent pas à suivre la cadence et il y a beaucoup de joueurs qui craquent mentalement sur les fins de saison. On avait vu le cas de Pedri en 2020, beaucoup en ont rigolé sur les réseaux sociaux, qui avait fait 75 matchs sur la saison. On voyait sur les derniers matchs, même aux Jeux Olympiques, qu'il avait des cernes et que vraiment il allait plutôt mal le petit. Et c'est vrai que là aussi, le fait de jouer beaucoup de matchs, le fait que les clubs veulent toujours plus des joueurs, en attendent toujours plus, etc., ça peut avoir raison de la santé mentale du joueur. Et le joueur peut se sentir vraiment fatigué, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement, sur la fin de saison. Et les clubs sont toujours à la recherche du résultat immédiat, toujours à la recherche de la victoire tout le temps, etc. Que ce soit pour les grands clubs, les victoires dans les grandes compétitions, ou pour les plus petits clubs, la course au maintien. Ça aussi, ça peut user sur le plan mental un footballeur. Et le fait de jouer beaucoup, beaucoup de matchs, ça use vraiment mentalement. Et aussi, il y a autre chose, c'est que les clubs mettent plus l'accent sur le physique. C'est vrai que les clubs, finalement, sont à la pointe de la technologie sur le plan médical. C'est vrai qu'on arrive à prévenir les blessures, on arrive à les gérer, à les guérir de plus en plus rapidement. Et donc, il y a un vrai bond de la technologie dont il faut se réjouir. Mais on sacrifie vraiment le mental. Moi, je pense que physique et mental, c'est un peu le yin et le yang. Ça va ensemble, c'est 50%. Et c'est vrai que dans les clubs de football, on a l'impression que c'est du 80-20. On s'occupe beaucoup plus du physique, on est à la pointe de la technologie médicale. Mais sur le plan mental, finalement, on ne va pas aller parler aux joueurs, on va plus se concentrer sur son physique. Il y a beaucoup de tests cardiaques, beaucoup de tests, voilà, beaucoup de tests physiques sur le début de saison, mais il n'y a pas de tests mentaux. Et je pense qu'on devrait faire du 50-50. Il y a de plus en plus de clubs notamment dans les centres de formation, et ça commence par les jeunes, qui commencent à s'éveiller sur la question et qui commencent à faire de la sensibilisation auprès des jeunes pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes mentaux, etc. Mais c'est vrai que globalement, dans le monde du football, on élude les problèmes mentaux et on parle que des problèmes physiques. Pourquoi? Parce qu'un joueur frais physiquement, c'est un joueur que tu peux vendre, c'est un joueur qui peut se dépasser sur le terrain, c'est un joueur qui peut t'apporter le résultat, c'est un joueur qui peut te faire gagner des matchs, alors que finalement, s'il n'est pas bien mentalement, un joueur qui n'est pas bien mentalement peut quand même jouer au football, mais un joueur qui n'est pas bien physiquement ne peut pas atteindre les objectifs. Et donc ça aussi, on le sacrifie parce qu'on juge que la santé mentale elle est moins importante parce qu'elle va moins être impactante pour le résultat. Alors qu'en réalité on se trompe, je pense qu'un joueur qui n'est pas bien mentalement ne peut pas te faire gagner des matchs. C'est que les clubs sont toujours très réticents à l'idée de faire suivre des tests psychologiques à leurs joueurs. Les joueurs aussi sont réticents à parler de leurs problèmes parce que les joueurs ont du mal finalement à se livrer. C'est vrai qu'il y a deux raisons pour lesquelles les joueurs n'arrivent pas à se livrer sur leurs problèmes mentaux. La première raison, c'est que le football, c'est un milieu où, j'ai du mal avec ce terme, mais c'est un milieu où il y a beaucoup de masculinité toxique. C'est que c'est un milieu très viril. Voilà, on a tous été dans des vestiaires où voilà, on veut se dépasser, où on aime bien faire les hommes, etc. Et c'est vrai que si tu parles de tes chagrins, si tu parles de ta fragilité, etc., on peut te mettre sur le banc. Le
football, c'est un milieu très concurrentiel. La concurrence y est très très rude. Et si tu parles de tes problèmes mentaux, si tu dis que tu vas pas bien, bah, le coach va peut-être te mettre sur le banc, tu vas peut-être perdre ta place. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui veulent mettre leur famille à l'abri, qui veulent gagner beaucoup d'argent tout de suite. Et finalement, ils éludent, ils mettent de côté leurs problèmes mentaux, ils les remettent à plus tard et ils se disent pour l'instant, je dois absolument garder ma place, je dois gagner de l'argent, je dois être bon sur le moment et ma santé mentale, on verra. Et on la sacrifie parce que la concurrence est très rude. Il y a une deuxième raison pour laquelle les joueurs ne se livrent pas vraiment sur leurs problèmes, c'est la pression des supporters adverses. Et Thierry Henry qui le disait dans une interview, il disait que si un joueur fait une interview le mardi pour dire qu'il pleure souvent en ce moment, pour dire qu'il se sent pas bien, eh bien le samedi, les supporters adverses vont retourner ça contre lui et vont sortir des banderoles avec fragile ou vont entonner des chants contre le joueur en question pour le démoraliser encore plus. Et donc le joueur qui est donc le joueur célèbre, c'est le cas du joueur célèbre, le joueur très connu ne peut pas parler de ses problèmes parce que les supporters adverses peuvent le retourner contre lui. Et là forcément ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui. Lui qui était déjà très bas va descendre encore plus bas si les supporters adverses apprennent qu'il ne va pas bien mentalement, ils vont l'exploiter contre lui parce que c'est un milieu qui est très cruel, c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de ferveur, où les supporters jouent un grand rôle et ces supporters-là peuvent être très gentils quand tu vas bien mais peuvent aussi être très méchants à exploiter tes failles lorsque tu vas mal. Et donc c'est vrai que les joueurs sont toujours très réticents parce qu'il y a la masculinité toxique et parce qu'ils ont peur que les supporters adverses retournent finalement leur mal-être contre eux-mêmes, et là aussi on a du mal à en parler. Et puis les plus célèbres, ils ont peur du déferlement médiatique. Un joueur comme Neymar qui avait annoncé qu'il allait peut-être arrêter sa carrière après la Coupe du Monde 2022, en tout cas il a dit que c'était sa dernière Coupe du Monde, la Coupe du Monde au Qatar, et bien un joueur comme Neymar, il a peur du déferlement médiatique. Quand il dit qu'il veut arrêter sa carrière, il a peur qu'on dise que c'est un pleurnichard, il a peur qu'on dise que c'est un pourri gâté. Et donc forcément, il y a des joueurs qui vont pas se livrer par crainte du déferlement médiatique, et c'est qu'il y a beaucoup de médias qui vont dire ouais mais il gagne beaucoup d'argent, et c'est vrai que l'argument du confort financier, il revient très souvent. On dit ouais mais t'as pas le droit de te plaindre, tu gagnes beaucoup d'argent. Déjà que dans les milieux professionnels où on gagne peu d'argent, on a du mal avec la santé mentale, ça reste quand même un tabou, même quand tu es peu payé, ça reste un tabou. Mais alors t'imagines pas quand tu es un footballeur, t'as pas le droit d'en parler. Quand tu es un footballeur, t'as pas le droit de te plaindre. En réalité, dans l'opinion publique, un footballeur, et c'est pas admis qu'un footballeur puisse parler de ses problèmes parce qu'il gagne très très bien sa vie, parce qu'il a des passe droits, parce que tout lui est accordé, et donc il a pas le droit de dire qu'il va mal, parce que s'il dit qu'il va mal, on va le traiter de pleurnichard ou de mec pourri gâté, surtout dans le cas de Neymar. Neymar déjà, on le traite beaucoup de pleurnichard, alors imaginez s'il dit qu'il a des problèmes mentaux, mais c'est que Neymar, c'est un des joueurs qui est le plus atteint par ses problèmes de santé mentale, parce que c'est un joueur qui prend très très cher aussi, je suis le premier à le critiquer, c'est un joueur qui prend très très cher et il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal avec la critique. Donc transition toute faite, c'est un milieu très exigeant. Le football est un milieu où il y a énormément de critiques. Un joueur de foot, quand il rate son match, qui va sur les réseaux sociaux, s'il reste plus d'une heure sur les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il aura plus envie de toucher un ballon. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui est très très difficile, où les journalistes sont très très durs, il y a même des notes, vous imaginez, c'est violent quand même, il y a des gens, et même moi le premier, qui notent des joueurs de football. Ça aussi, ça fait partie du système du football, c'est que les gens vont t'en noter, et forcément quand tu prends une mauvaise note ou quand tu te fais insulter par des gars qui sont sur leur canapé à manger des chips, bah forcément c'est très très difficile pour toi de t'en remettre. Et donc le milieu du football est un milieu très exigeant, où tu es critiqué par tes propres supporters, où tu es critiqué par des journalistes, où tu es critiqué sur les réseaux sociaux, et donc forcément mentalement c'est toujours plus compliqué lorsque ça va mal de retoucher le ballon et de se remettre en confiance si tu n'as pas un soutien mental. Et c'est vrai que dans les clubs, comme je l'ai dit, il y a peu de soutien mental, même si on progresse sur la question, mais si en plus de ça tu subis des critiques, etc., ben va à l'entraînement le lendemain. Si tu te fais critiquer toute la nuit sur les réseaux sociaux, va trouver la force de te réveiller le lendemain pour aller à l'entraînement plein de confiance et plein d'enthousiasme. Forcément, c'est très très compliqué. Il y a le cas notamment de Riolo Verratti. Riolo qui critique énormément Marco Verratti. J'adore Riolo, mais c'est vrai que sur Verratti, c'est que des fois il abuse énormément. Et donc on peut dire que Verratti peut se sentir très touché par les critiques qui viennent de Riolo, parce que Riolo c'est quand même quelqu'un d'influent dans le monde du journalisme sportif. Et donc forcément, il y a des joueurs qui peuvent être pris en grippe par certains journalistes et qui peuvent se sentir moins bien mentalement, et ça on n'en parle pas assez parce que les joueurs sont vus comme des machines. Les joueurs sont vus comme deux choses. Les joueurs tout d'abord sont vus comme des joueurs, c'est vu comme des footballeurs, c'est vu comme un métier, voilà, c'est un travail, t'es un footballeur et t'es jugé comme un footballeur, et puis t'es aussi vu comme un produit commercial. Et là aussi le footballeur est vu comme un produit, c'est un produit, on le vend, on l'achète, il y a des contrats publicitaires, on lui demande de mettre des maillots, on lui demande de faire des publicités, on lui demande de faire des partenariats, et donc on le déshumanise. Et ça c'est un mot qui est très très important, c'est la déshumanisation. J'ai l'impression qu'on déshumanise le footeux. Quand on le critique, on se dit pas qu'il peut avoir des problèmes en dehors. Quand un joueur n'est pas bon, on se dit pas oh mais peut-être qu'il est pas bien. On se dit il est nul et puis c'est tout. On va pas chercher plus loin parce qu'un joueur c'est pas admis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas admis qu'un joueur ait des problèmes extrasportifs parce qu'il y a l'argument du confort financier, ce qui revient très très souvent. Et donc c'est vrai que un footballeur aujourd'hui n'a pas le droit de passer à côté. Il y a une déshumanisation. Il est vu comme un joueur tout d'abord, un footballeur avant d'être un humain, et il est vu comme un produit commercial. Et donc on élude son humanité, on la passe au troisième plan, voilà, on s'en fiche complètement, c'est plus un être humain, il est dénué de toute humanité et on ne parle que de ses performances, et il y a cette logique de productivité à chaque fois. Et puis il y a différentes sortes de pression.
pour un footballeur. La première pression, c'est la pression des supporters. Et on l'a vu avec Valère Germain, notamment le joueur, l'ex-joueur de l'OM, qui est aujourd'hui à Montpellier, je crois, qui était très bon à Nice, qui était très bon à Monaco, là où l'exigence des supporters était plutôt basse, même s'il y a quand même de l'exigence à Nice, faut pas se mentir, mais l'exigence était plus basse. Mais quand il est arrivé au Vélodrome, ça a été tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui parce que les supporters ont été très très exigeants envers lui, il s'est énormément fait insulter. Il a eu beaucoup de mal et c'est Benzema qui en parlait dans son live avec Mohamed Eni qui critiquait énormément Valère Germain. Et en fait, Benzema disait que Valère Germain n'a pas été bon à Marseille parce qu'on lui a mis énormément de pression dès le départ. Voilà, si au départ le public du Vélodrome avait été patient avec Valère Germain, peut-être aurait-il affiché de bonnes performances. Il était très bon à Nice, il était très bon à Monaco, il n'a pas perdu son talent comme ça. C'est juste qu'il y a une pression des supporters qui est énorme. Évidemment, c'est bien d'être exigeant, surtout que moi, je suis supporter de l'OM, donc forcément, je suis super exigeant. Mais aussi, il faut essayer d'humaniser le joueur et de se dire que être 60 000 à insulter un joueur, bah, ça va pas le mettre en confiance et il va perdre son niveau et il va pas se sentir bien au moment de jouer le match. Donc c'est le cas de Valère Germain, il y a une pression des supporters. Il y a aussi une pression de l'entourage. C'est vrai que tes amis, entre guillemets, ta famille vont te demander énormément quand tu deviens footballeur. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué, il y a tout de suite beaucoup plus d'opportunités, de tentations et il y a beaucoup d'amis, encore une fois, entre guillemets, qui vont dire que c'est grâce à eux que tu as réussi et ils vont te mettre une pression monumentale pour que tu les aides dans des projets ou pour que finalement tu les reconnaisses, etc. C'était le cas de Pogba, notamment il y a des amis qui se sont retournés contre lui. Voilà, donc là aussi, sur la santé mentale, ça peut être très très difficile quand tu as des potes, là aussi entre guillemets, qui viennent te dire que c'est grâce à eux que tu as percé et tu sais pas comment gérer ça. Il y en a qui peuvent te faire chanter. Donc là aussi, il y a la pression de l'entourage. Tu dois aussi mettre la famille à l'abri. Donc tu dois être bon dès le départ. Être bon à 17-18 ans pour signer un gros contrat, bah forcément, tu as une pression énorme sur les épaules. Souvent, les joueurs viennent de familles pauvres et donc ils veulent mettre la famille à l'abri. Mais quand ils ont 17-18 ans, bah, c'est une pression énorme à gérer. Il y a aussi la pression du transfert. Et c'est là que le footballeur subit vraiment l'écosystème du football. C'est que c'est le cas de Maguire. Maguire, il n'a rien demandé. Maguire n'a pas demandé à coûter 93 millions d'euros. Il a juste fait son transfert de Leicester à Man U parce qu'il voyait que c'était une progression pour lui. Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui l'ont pris en grippe, lui disant qu'il ne valait pas 93 millions d'euros, que c'était une fraude. Mais Maguire ne l'a pas choisi. Et là, le footballeur est pris dans un engrenage. C'est l'engrenage de l'écosystème du football, quelque chose qui est indépendamment de lui. C'est-à-dire que lui, il n'a rien à voir avec ça. Et forcément, il y a la pression du transfert aussi. Et c'est là que le joueur subit vraiment les sommes faramineuses du football et le marché complètement fou du football. Donc il y a la pression du transfert qui peut être présente. Et puis il y a aussi les tentations, les vices qui entourent le footballeur. Voilà, quand tu perds très très jeune, quand tu perds à 17-18 ans, bah, tu peux être tenté de sortir en boîte, tu peux être tenté de claquer ton argent, les filles, etc. Donc forcément, là aussi, un joueur doit être solide mentalement s'il ne veut pas tomber là-dedans. On a vu beaucoup de joueurs se perdre à vouloir sortir, à vouloir tomber dans les tentations qui peuvent se livrer à un footballeur qui perce. Et donc forcément, si le joueur n'est pas costaud dans sa tête, il va céder à ça et il va se perdre doucement dans sa carrière. Il y a aussi la question du racisme. Dans le football aussi, on a beaucoup parlé de Saka, de Rashford, de Sancho, de Mbappé à l'Euro qui avait subi des insultes racistes, Mbappé avait déploré le fait que la fédération ne le soutiennent pas. Et c'est vrai que dans ces moments-là, quand tu rates un penalty important, que tu es responsable entre guillemets de l'élimination de ta nation, bah, tu veux que ton pays soit derrière toi, tu veux recevoir des messages gentils, tu veux voilà, qu'on t'aide pour remonter la pente et revenir plus fort. Et bien là non, on les a encore plus enterrés ces joueurs-là. Et puis ils se sont sentis non seulement éliminés de la compétition, mais en plus ils se sont sentis exclus de la communauté nationale. Et pour un être humain qui a grandi en société, il n'y a rien de pire que de se sentir exclu d'une communauté. Et Saka, Rashford, Sancho se sont vraiment sentis exclus de la communauté nationale anglaise, en plus d'avoir raté leur penalty qui a fait perdre leur équipe. Forcément, là aussi, mentalement, c'est très très dur. Sancho ne s'en est peut-être toujours pas remis. Rashford et Saka ont mis beaucoup de temps. Mbappé a même pensé à arrêter l'équipe de France. Les insultes racistes, quand tu les reçois par milliers, par millions, par des énergumènes complètement stupides, bah forcément, ça te fait très 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 mal. Parce que toi, finalement, t'es insulté pour ce que t'es pas insulté pour ce que t'as fait. Voilà, Saka, Rashford, Sancho, ils ont été insultés parce que ils n'étaient pas blancs. Voilà, tout simplement. Leur seul défaut, c'est pas d'avoir raté le penalty, c'est de ne pas avoir été blanc, tout simplement. Donc forcément, là aussi, il y a la question du racisme qui se pose énormément. Et le racisme peut vraiment détruire un joueur. Kalidou Koulibaly à Naples, Umtiti dernièrement avec Lecce. Donc forcément, le racisme aussi, si tu n'es pas solide dans ta tête, ça peut te détruire complètement. Et là aussi, il faut mettre en place des soutiens psychologiques pour les joueurs qui subissent le racisme de plein fouet. Mais là aussi, lorsque ces joueurs-là vont subir le racisme, on va plus parler de la société, on va plus parler de ce qui va mal dans la société, on va plus parler de comment résoudre le problème plutôt que de la santé mentale du footballeur en lui-même. Et forcément, là aussi, on va pas vraiment parler du footeux, on va plus parler de la société, du racisme en lui-même, on va pas parler de comment va le joueur réellement aujourd'hui. Est-ce que Sancho va bien aujourd'hui? Non, on va plus parler du racisme et de comment il faut changer ça.
Et puis, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont issus de milieux pauvres. Et je pense que la pauvreté peut faire de toi un être plus sensible, peut faire de toi un être plus vulnérable. Et quand tu es projeté vers l'avant tout de suite, c'est le cas de nombreux joueurs brésiliens qui ont tous grandi dans la pauvreté, dans la misère. Et quand d'un coup tu deviens une superstar, ben, c'est très très dur à gérer. Il y a beaucoup de joueurs qui passent de l'anonymat, voire de la pauvreté, à la gloire, au succès, l'argent, la notoriété, la surmédiatisation. Et ça, c'est très très dur à gérer mentalement. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui se sont perdus parce que les joueurs brésiliens, je pense qu'ils sont quand même plus sensibles que d'autres. Il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de la pauvreté. Le football, c'est un milieu de personnes. Enfin, les footballeurs sont souvent issus de milieux très pauvres. Et donc, forcément, c'est très très dur à gérer quand tu arrives au très haut niveau, voilà, l'attention des médias, etc. Tout de suite gagner beaucoup d'argent. Voilà, je pense que les joueurs pauvres sont plus sensibles aussi à ça et veulent gagner beaucoup d'argent tout de suite et se foutent une grande pression. Donc voilà, là aussi, la santé mentale des footballeurs pose question. Il y a beaucoup de psychologues qui font des travaux là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on parle assez de la santé mentale dans le football? Est-ce que le sujet est assez bien traité? Est-ce que finalement le monde du football n'est-il pas trop dur pour certains joueurs? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. La vidéo était un peu longue, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faut énormément parler et sur lequel les débats sont ouverts. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas là aussi à vous abonner, à liker et à partager. Bonne journée à vous.